Made in USA. Ou fabriqué dans un silence glaçant. Vous voulez savoir quand l'Amérique a perdu le contrôle de sa viande? Quand le pays de la libre entreprise, des barbecues XXL et des cow-boys omnivores a commencé à louer ses abattoirs à l'étranger, sans que personne ne s'en rende compte. Il n'y a pas eu de conférence de presse. Pas de tweet en majuscule. Pas de drapeau en berne. Juste une petite annonce dans un journal local du Missouri. Une ligne sèche, banale. Tyson Foods ferme plusieurs usines. Et boum. Le silence. Celui qui résonne plus fort qu'une explosion. Car derrière cette fermeture, c'est toute une chaîne alimentaire qui s'effondre dans l'indifférence générale. Le plus inquiétant, ce n'est pas la viande qui manque, ni les travailleurs. C'est le contrôle. Et pendant que l'Amérique regarde ailleurs, fière de son steak sous plastique, c'est le Canada, oui, le gentil voisin du Nord, celui du hockey et du sirop d'érable qui a pris la main. Pas par la force. Pas par une fusion. Pas même par une offre publique d'achat. Non. Par patience, logistique, et surtout, opportunisme stratégique. Dans ce reportage signé Zoom Amérique, on va vous raconter l'histoire vraie et totalement absurde d'un pays qui s'est cru protégé en dressant des murs tarifaires, mais qui s'est retrouvé prisonnier dans ses propres congélateurs. Partie 1. Quand l'Amérique tousse et que le bœuf se tait. Kansas. Missouri. Arkansas. Des noms qui évoquent les grandes plaines, les cow-boys, les champs de maïs à perte de vue, et bien sûr, le bœuf. Le bon vieux bœuf américain. Celui qui vient avec sa casquette rouge, son patriotisme, et son goût de liberté grillé au barbecue. Sauf que voilà. Le barbecue a un goût bizarre ces derniers temps. Plus fade. Moins local. Et c'est pas parce que tonton Bob a encore oublié de saler les steaks. Non. C'est parce que Tyson Foods, le colosse de la viande made in USA, s'est écroulé. Et attention, pas un écroulement façon blockbuster hollywoodien. Pas d'explosion, pas de sirène, pas même un tweet dramatique avec un drapeau en feu. Non. Juste un communiqué laconique, planqué entre l'horoscope et les résultats de la loterie dans un journal local du Missouri. Fermeture prochaine de 4 usines Tyson Foods. Boum. Silence. Rideau. Un paragraphe. Et des villes entières qui perdent leur cœur économique. Des familles qui, hier encore, se levaient à 4 heures du matin pour emballer vos nuggets, se retrouvent aujourd'hui à tourner en rond devant des panneaux, fermés jusqu'à nouvel ordre. C'est comme si le rêve américain avait pris un jour de congé, et oublié de revenir. Et là, vous vous dites peut-être. Attends une seconde. Tyson. Le géant de la viande? Celui qui te donne du poulet frit dans chaque drive-thru et du bacon dans chaque frigo. Oui, celui-là même. Le dinosaure de l'agroalimentaire. L'entreprise qui a traversé guerre mondiale, crise économique, grève, pénurie, TikTok. Mais qui, en 2025, s'est faite mettre au tapis non pas par un virus ou une sobre-attaque, mais par l'économie américaine elle-même. L'ironie? Tyson ne manquait ni de vaches, ni de clients, ni même de ketchup. Non. Elle manquait de marge. Et quand une entreprise de cette taille commence à compter ses centimes, vous savez que quelque chose ne tourne plus rond dans l'usine à hamburger de l'oncle Sam. Mais la suite est encore plus tordue. Car pendant que les usines fermaient leurs portes, que les ouvriers ramassaient leurs casques et que les entrepôts se vidaient, un nouveau joueur entrait sur le terrain. Le Canada. Oui, le gentil voisin poli avec du sirop d'érable et des chemises à carreaux. Mais cette fois, il ne venait pas avec des pancakes. Il venait avec des contrats. Et c'est là que les choses prennent une tournure digne d'un épisode de House of Cards, version charcuterie. Car derrière le slogan America First, derrière les tarifs douaniers et les discours musclés, il y avait une réalité bien plus brutale. L'Amérique s'est tiré une balle dans la côte de bœuf. Et pendant que Washington jouait au shérif du commerce mondial, le Canada posait déjà ses valises dans les usines vides. Partie 2, quand America First devient Canada Inside. Alors remettons les choses dans leur contexte. Depuis son retour fracassant à la Maison-Blanche, le président Donald Trump n'a cessé de marteler sa devise préférée, gravée en lettres dorées sur chaque pupitre, chaque casquette, chaque gobelet de café. America First. Mais dans les faits, c'est devenu surtout America First, à se tirer une balle dans le pied. Parce que oui, dans sa croisade contre tout ce qui ne porte pas un drapeau étoilé, Trump a décidé de dégainer des tarifs douaniers XXL sur les produits agricoles venant du Canada, du Brésil, de la Chine. Des hausses de droits d'entrée comme à la boîte de nuit, sauf que là, c'est le maïs et le soja qui ne passaient plus. Le but? Protéger les agriculteurs américains. Stimuler la production locale. Rendre l'Amérique grande et autosuffisante,
surtout en steak. Mais voilà ce que personne n'avait prévu dans ce western économique. Le bétail américain mange, canadien, chinois et brésilien. Et quand tu taxes les matières premières de ton propre bétail, c'est comme vouloir courir un marathon avec les lacets noués ensemble. Résultat, plus 17% pour le maïs. Plus 22% pour le soja. Et pas dans 5 ans, hein. Non, dès le premier trimestre 2025. Autant dire que les usines comme Tyson ont vu leur marge fondre plus vite qu'un cheeseburger oublié au soleil dans un drive-in de Tucson. Et pendant ce temps, pendant que les producteurs se noyaient dans leurs propres factures, devinez qui ne paniquait pas? Le Canada. Ah, le Canada. Toujours là, souriant, serviable, avec ses forêts tranquilles et son accent mielleux. Mais ne vous fiez pas aux chemises à carreaux et aux politesses en boucle. Parce que pendant que l'Amérique jouait à la roulette russe économique, le Canada posait méthodiquement ses pions. Premier coup, repérage des usines à l'arrêt. Deuxième coup, réunion avec les autorités locales désespérées. Troisième coup, offre polie mais ferme. Bonjour, on voudrait rouvrir votre usine. Gardez les mêmes employés. Les mêmes machines. Les mêmes barquettes de viande. Promis, rien ne change. À part le logo. Et le patron. Et la gestion. Et la destination finale des profits. Et devinez quoi? Les villes ont dit oui. Immédiatement. Parce que quand votre économie locale repose sur une usine Tyson et qu'elle ferme, vous acceptez de la réouvrir même si c'est avec un manuel d'instruction venu de Toronto. Et ça, mes amis, c'est le tour de magie géopolitique le plus brillant de la décennie. Disparition de la souveraineté alimentaire, en un claquement de doigts. Et sans un seul tank, sans une seule sanction, sans une seule campagne d'influence. Le Canada n'a pas conquis les États-Unis. Il a juste lu les petites lignes du contrat. Et le plus fort? Le consommateur américain n'en sait rien. Parce que sur les barquettes de viande, rien n'a changé. Toujours ce bon vieux Made in USA, écrit en majuscule, façon pub de camionnette Ford. Mais dans les coulisses, c'est Canada Incorporated qui décide du moindre grammage de viande, du timing de distribution et de la qualité du plastique de l'emballage. Et pendant que l'Amérique fredonne le Star Spangled Banner devant les barbecues du 4 juillet, c'est l'hymne canadien qui se joue en douce dans l'arrière-boutique. Alors oui, America First. Mais le contrôle, lui, n'est plus américain. Et ce n'est que le début. Car ce que le Canada contrôle aujourd'hui, ce sont les machines, les lignes de production, les badges d'entrée. Mais demain, et si c'était la distribution, la fixation des prix, l'accès en cas de crise? Et si, en cas d'urgence alimentaire, les États-Unis devaient négocier avec le Canada sur leur propre territoire? La suite, vous allez le voir, ne parle plus seulement de viande ou de job. Elle parle de souveraineté perdue, de chaînes alimentaires sous contrôle étranger, et d'un pays qui se réveille un peu tard. Dans une cuisine où il ne détient plus la recette. Partie 3, les barquettes de l'ombre et les étiquettes du mensonge. Imaginez la scène. Vous êtes dans un supermarché, quelque part entre Houston et Des Moines. C'est vendredi, il est 18h37, vous avez survécu à une semaine de boulot, votre gosse veut des tacos, votre conjoint parle déjà de barbecue. Et vous? Vous foncez rayon viande, direction le bon vieux bœuf haché. Et là, entre le bacon croustillant et les ailes de poulet à la buffalo, vous voyez le paquet. Étiquette bien propre, drapeau américain en haut à droite, mention en gras. 100% made in USA. Phew. Patriote, nourrissant, familier. La fierté de nourrir votre famille avec de la viande bien d'ici. Sauf que, surprise. Le paquet est menteur. Oh non, pas sur la viande. Elle est bien américaine. Mais tout le reste, c'est Made in Canada, version camouflage. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que la viande a peut-être été découpée au Texas. Mais selon un manuel canadien, par des ouvriers embauchés localement, sous supervision d'une entreprise basée à Toronto, et selon les normes sanitaires fixées par Ottawa. Le tout validé par le ministère canadien de l'Agriculture. Bref, c'est une opération chirurgicale de colonisation alimentaire. Et tout ça, sans jamais changer le code-barre. Imaginez si Apple vendait l'iPhone avec un sticker conçu en Californie, mais que l'écran, le micro, la batterie, les données, et même Siri, venaient de Pyongyang. C'est plus ou moins ce qu'il se passe là. Une illusion nationale, version grillée à feu doux. Mais attention, ce n'est pas une escroquerie. Ce n'est pas illégal. Non, non. C'est bien pire. C'est parfaitement légal. Et c'est là que réside toute la perversité du système. Les Américains pensent acheter un produit souverain.
En réalité, ils achètent un produit délocalisé sur place. Une viande nationale, contrôlée depuis l'étranger, mais servie avec un drapeau et un sourire. Bienvenue dans le nouveau rêve américain. Manger local, obéir global. Et pendant ce temps, les élus? Silence. Pas de scandale au Congrès. Pas de tweet vengeur du président. Même pas un bon vieux scandale façon Fox News criant la viande est wok. Non. Tout le monde regarde ailleurs. Trop occupé à commenter les prix du gallon d'essence ou à se battre sur TikTok pour savoir si l'ananas a sa place sur une pizza. Mais pendant que l'Amérique se distrait, le Canada peaufine sa conquête. Dans les couloirs silencieux d'une usine de Philadelphie rachetée discrètement, dans les écrans de contrôle d'un centre de production à Emporia, dans les plannings de livraison de Walmart ou Kruger. Le Nord impose son tempo. Et le plus fort? Personne ne s'en rend compte. Le consommateur est content, les rayons sont remplis, les prix n'ont pas trop flambé, la viande est toujours là. Mais la vraie question, c'est: qui a vraiment le doigt sur le thermostat du réfrigérateur? Parce que dans cette histoire, ce ne sont pas les produits qui ont changé. Ce sont les décisions. Qui décide si la viande est distribuée d'abord au Texas ou à la Géorgie? Qui fixe le jour de production? Qui gère les rappels sanitaires? Qui a le dernier mot si une crise éclate? Ce n'est plus l'Amérique. C'est un peu comme si vous gardiez votre maison, vos meubles, vos clés. Mais que votre ex, qui vit maintenant au Canada, avait encore les droits sur votre Wi-Fi, votre frigo et votre chauffage central. Et vous savez quoi? Ça ne s'arrête pas là. Car derrière chaque barquette emballée en silence, c'est toute la souveraineté alimentaire américaine qui est en train d'être externalisée sous étiquette patriotique. Et si aujourd'hui il s'agit du steak? Demain, ce sera peut-être le système scolaire, les médicaments ou l'eau potable. Alors posez-vous la question. Est-ce qu'on est encore une superpuissance? Quand on n'arrive même plus à gérer nos propres nuggets sans demander l'autorisation au pays du sirop d'érable. Car ce que vous allez découvrir maintenant, ce n'est pas seulement l'histoire de barquettes fantômes. C'est celle d'une chaîne de commandement invisible, bien réelle, qui contrôle non seulement ce que vous mangez, mais aussi quand et comment vous y avez accès. Et ça, c'est un tout autre niveau de pouvoir. Partie 4, l'Empire du poulet contre-attaque. Bienvenue dans l'Amérique de 2025. Une nation où l'on vous parle de reprise économique à la télé, pendant que votre usine Tyson se transforme en succursale officieuse du ministère canadien de l'Agriculture. Et dans cette grande pièce de théâtre industriel où les rideaux se ferment un à un, il y a une nouvelle scène qu'on ne vous montre pas à l'écran. Le pouvoir a changé de main. Pas par un vote. Pas par une révolution. Mais par une location de hangar et un changement de badge. Prenons un exemple très concret. À Emporia, Kansas, les chaînes de production sont restées à l'arrêt des semaines entières. Et puis, sans fanfare ni discours, Maple North Foods débarque. Petite entreprise canadienne, slogan probable, la souveraineté, mais en douceur. Ils ne veulent pas exporter. Non. Ils veulent vous nourrir chez vous, avec vos propres outils, vos propres employés. Mais leurs règles. C'est un peu comme si un colocataire venait s'installer chez vous, mangeait votre bouffe, utilisait votre four, puis vous facturait la facture d'électricité. Le rêve. Non? Mais ne vous inquiétez pas, tout reste made in USA. À part la gestion, le manuel de formation, la conformité sanitaire, les systèmes informatiques, la chaîne d'approvisionnement, et, oh oui, les bénéfices. Vous vous rappelez quand on parlait de reprendre le contrôle de nos frontières? Eh bien maintenant, on n'a même plus le contrôle de nos steaks. Et pendant que les politiques font des déclarations musclées sur TikTok, le pouvoir réel s'exerce en salle de conférence à Toronto. Et là, on touche à un point sensible. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'usines, de chiffres ou de marge. Il s'agit d'un levier de pouvoir discret, mais fondamental. La logistique, l'accès, l'ordre des priorités. Demandez-vous. Et si demain, une nouvelle grippe aviaire frappe, et que l'administration américaine veut réquisitionner la production pour alimenter les hôpitaux militaires de Floride ou les écoles publiques du Texas? À qui faudra-t-il demander la permission? Réponse. Au Canada, évidemment. Parce que ces usines ne sont plus les nôtres, elles sont seulement sur notre sol. C'est comme si votre garage abritait désormais une Tesla. Mais le seul qui a les clés, c'est un gars nommé Olivier à Ottawa. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Quand vous contrôlez la transformation, le conditionnement, l'étiquetage, la distribution, la capacité de réaction en cas de crise, vous ne faites pas que nourrir une population. Vous régentez une nation. Et en période de tension géopolitique,
Bonne chance pour imposer quoi que ce soit à celui qui gère l'approvisionnement de vos supermarchés. La souveraineté n'est plus un drapeau planté sur un toit. C'est un réseau de réfrigération, une flotte de camions, une base de données logistiques. Et vous savez ce qui est encore plus ironique? Pendant que les États-Unis imposaient des tarifs pour se protéger, le Canada investissait dans des logiciels de traçabilité alimentaire, dans l'automatisation, dans des normes ISO 9000. Pendant qu'on chantait l'hymne national avec des burgers dans les mains. En gros. Tandis que l'Amérique construisait des murs tarifaires. Le Canada construisait des entrepôts climatisés avec Wi-Fi intégré. Et maintenant, qui est coincé d'or? Nous. Et si tout cela vous semble trop abstrait, revenons à quelque chose de très concret. Une mère célibataire dans le Missouri. Elle travaillait chez Tyson. Elle a perdu son job. 3 mois plus tard, elle est rappelée par la nouvelle direction. Elle remet son uniforme. Elle retrouve ses collègues. Elle reprend sa routine. Mais cette fois, elle scannait son badge sous le logo Maple North Foods. Et le jour où il y a un souci dans le système de réfrigération, elle appelle Toronto. Pas Washington. Pas le chef local. Pas son syndicat. Toronto. Et là, on comprend le vrai renversement. L'Amérique n'a pas seulement perdu des emplois. Elle a perdu la ligne d'urgence. Et c'est peut-être ça, le symbole le plus puissant de tout ce glissement silencieux. Mais ce glissement ne concerne pas que des individus ou des villes industrielles. Il redessine entièrement la géopolitique du pouvoir alimentaire. Et s'il est invisible à l'œil nu, il est omniprésent dans chaque assiette. Transition vers la conclusion. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement ce que vous mangez. C'est qui a le droit de décider ce que vous mangerez demain. Et si l'Amérique n'ouvre pas les yeux, ce pouvoir-là ne sera plus jamais à la maison. Conclusion, le pouvoir ne se mange pas, mais il se transforme. Alors, récapitulons. Des usines américaines qui ferment. Des travailleurs américains qui perdent leur emploi. Des produits toujours étiquetés Made in USA. Et pourtant, des décisions prises depuis Toronto, Ottawa ou Montréal. Ce n'est pas un thriller de Tom Clancy. C'est le quotidien invisible de l'Amérique alimentaire de 2025. Pendant que certains parlent de souveraineté à chaque discours, d'autres découpent, emballent, expédient et dirigent sans un bruit. Pas besoin d'invasion, ni de lobbying agressif. Il a juste suffi d'attendre que l'Empire trébuche. Et le Canada a tranquillement pris la place. Mais alors, posons la vraie question. Est-ce qu'un pays peut encore se dire souverain quand il ne contrôle même plus ce qu'il sert à sa table? Et vous, chers spectateurs, aviez-vous déjà pensé à l'origine réelle de ce que vous mangez? Est-ce que l'étiquette Made in USA vous rassure toujours autant? Et surtout, faut-il s'inquiéter que l'Amérique ait perdu le contrôle de sa propre fourchette? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Votre expérience, vos inquiétudes, vos témoignages. C'est vous qui nourrissez le débat. Et si vous voulez qu'on continue à vous parler de ces vérités cachées derrière les étiquettes, abonnez-vous maintenant à Amérique. Activez la cloche. Et partagez cette vidéo autour de vous. Parce que comprendre ce qu'il y a dans notre assiette, c'est peut-être le premier pas vers la reconquête de ce qu'on croyait acquis.